évolue au quotidien. C'est une très belle expérience et une très belle aventure, mais pour le coup qui convient à des personnes qui ont envie de tester, d'apprendre, de se tromper et de recommencer. Et je pense que c'est important de se poser cette question parce que beaucoup de gens se lancent sans se la demander et finalement ne se retrouvent pas dans cette voie-là. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, je pense qu'un autre conseil que j'aurais envie de donner, c'est oser et en fait juste tester et de voir si ça vous convient. Adèle parlait tout à l'heure du programme de tickets sur l'exploration. Pour le coup, je pense que dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est exactement ce type de programme que vous pouvez faire pour vous poser la question si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui vous convient. Et du coup, il y a plusieurs programmes comme ça qui existent. On en a aussi un chez Make Sense qui s'appelle les sprints pour tester l'entrepreneuriat, se confronter à ça sans quitter forcément son job au début, mais voir si c'est fait pour nous. Et du coup, ça peut être une bonne manière d'amorcer le changement de vie juste en testant si c'est quelque chose qui vous convient. Et après, dans l'entrepreneuriat plus spécifiquement, moi, le dernier conseil que je donnerais, c'est si vous vous lancez sur un sujet, assurez-vous bien que c'est un secteur et un problème que vous avez envie d'adresser qui vous motive profondément, qui vous tient vraiment à cœur, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est plein de hauts, de bas et plein de difficultés, et souvent, c'est malheureusement parfois un peu long à trouver le bon modèle, de trouver la rentabilité. Et du coup, si vous poursuivez un projet parce que c'est une opportunité et non pas parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, malheureusement, c'est parfois dur d'être résilient et de tenir à la longue. Du coup, moi, j'aurais vraiment tendance à vous poser la question des raisons pour lesquelles vous le faites et à quel point le secteur et le sujet vous passionnent. Merci beaucoup à tous les trois pour ce petit tour d'horizon de premiers conseils concrets. N'hésitez pas encore une fois dans le chat à rebondir s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on creuse. Le but, c'est vraiment de creuser ce que vous avez envie de creuser. Donc, on est à l'écoute des points sur lesquels vous avez besoin et envie d'aller plus loin. Et donc, je vais tout de suite passer du coup aux premières questions qui ont été posées dans le questionnaire d'inscription, puisqu'on vous demandait si vous en aviez en amont. En fait, il y en avait une première, si on les prend un peu dans l'ordre presque chronologique du changement de vie. Il y avait il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui parlaient de le moment de se jeter à l'eau en fait, la décision de changer de vie. Il y avait beaucoup de gens qui disaient mais comment être sûr en fait que c'est le bon moment, que j'en ai vraiment envie, comment être sûr que c'est là, que ça y est, il faut y aller, alors que ça peut être un projet qui reste bien chaud au placard pendant des années. Et ça, donc, il y avait Stéphane, tu avais des éléments de réponse là-dessus. Alors, je ne sais pas si on peut être sûr à 100%, mais je pense qu'il y a un moment donné où la conscience de qui je suis, de ce que je veux profondément faire, de ce que j'aime profondément faire, est tellement puissante et forte qu'elle emporte, qu'elle domine les freins. Mais pour arriver à cet équilibre, au fond, il faut être justement assez au clair sur son projet. C'est-à-dire si c'est très clair pour moi, je n'ai plus le choix. Parce que si je renonce à mon projet, je renonce à moi-même. Donc, il y a quelque chose. Pour arriver à cet endroit-là, c'est un petit travail d'analyse de soi qui fait que ça vient comme un fruit mûr. Cela dit, même à cet endroit-là, il y a un petit moment de doute parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% que ça va marcher, mais on n'a plus le choix. On sait que c'est là qu'il faut aller. Donc, et c'est mon expérience personnelle et c'est l'expérience de beaucoup de gens que j'ai pu accompagner. Voilà. Et à la fois, ce moment où c'est mûr, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas non plus basculer dans le moment où c'est trop mûr. Et tu le sais, puisque pour l'émission justement avec Europe 1, on a traité du burn-out, de ce moment où en fait, ça chauffe, c'est dans les bacs, et puis sauf qu'il y a le moment en fait où en fait on a trop attendu, donc c'est ça aussi qui est compliqué, oui. Bon, bienvenue Émilie. Est-ce que Émilie, tu peux couper ton micro? Mais bienvenue parmi nous. Merci. Comment? C'est pas facile là ça. aussi, alors,
Adèle, j'aurais pu à donner des recettes parce que si tu Bien veux, pour sûr. certaines personnes, il faut la violence d'un burn-out pour exploser le mur de peur et de frein. Et malheureusement, ce n'est pas du tout que je le souhaite, mais malheureusement, on sait que pour beaucoup, c'est certains accidents de la vie qui ont favorisé des prises de conscience. Alors, je souhaite à personne cela, c'est pas ça, mais alors, effectivement, si on prend ce temps de la réflexion et qu'on peut éviter peut-être que ce soit la vie qui vienne nous donner les signaux qu'il y a des choses à changer, mais on ne peut pas toujours faire l'économie de ça. Pour beaucoup de gens, il y a eu ce passage vers un moment, pas forcément de burn-out, mais d'un peu de déprime, de sentiments de bore-out, d'ennui terrible, ou une prise de conscience que finalement on n'a qu'une vie et qu'on a intérêt à en faire le maximum. Voilà, il y a toutes ces prises de conscience-là. Et ça ne se pilote pas toujours. Hein, même si, bien entendu, avec les programmes dont vous venez de parler, on peut accélérer ces prises de conscience, on peut les accompagner. Et c'est tout, je pense, toute la valeur des programmes que vous proposez les unes et les autres, c'est de permettre de clarifier plus rapidement hein, ce choix et d'oser le faire, et d'oser sauter. Ouais, bah, voilà, on a un témoignage dans le chat qui répond exactement, qui illustre ça, que parfois le burn-out, malheureusement, aide à quitter le travail, mais voilà, c'est aide aussi dans le sens où les supérieurs réalisent que c'est plus aligné, que c'est plus la juste chose, mais en effet, c'est compliqué de se dire qu'il faut aller jusque-là, quoi. Et Emmanuel, tu avais aussi des éléments de réponse là-dessus? Oui, je rejoins Stéphane. En fait, je pense que par moment, et c'est même valable, par exemple, quand on a deux opportunités qui s'offrent à soi, en fait, si on prend le temps de s'écouter, je pense qu'on peut aussi sentir qu'on peut avoir une forme d'élan et de se dire, en fait, on ne sait jamais, on sait jamais ce qu'on va avoir. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir. Donc, c'est sûr que il y a l'incertitude et le risque, c'est pas toujours facile à gérer. Mais je crois qu'il y a un moment où on se rend bien compte qu'en fait, on a fini un cycle où on n'arrive plus à continuer à s'épanouir et qu'on a fait son temps. Et finalement, quand on se connecte à son élan, on peut aussi se dire qu'en fait, quoi qu'il se passe, finalement, c'est pas très grave. En fait, même si finalement on se plante, ce sera une expérience en plus. C'est pas un échec. C'est aussi apprendre à regarder autrement ce qui peut se passer. Mais je crois que notre corps, il sait en fait. Et quand on apprend à l'écouter, à le questionner, on sent vraiment cet élan. Ouais, et c'est vrai que cette question de la posture du regard, c'est quelque chose que on a beaucoup, et moi j'ai beaucoup entendu aussi des personnes qui ont vécu comme ça des accidents de la vie ou des burn-out, qui finalement voient ces moments-là comme quelque chose, qui arrive à voir ça comme quelque chose de positif, à transformer ça comme quelque chose de positif, même parfois des maladies, des choses vraiment très très douloureuses, très difficiles, comme des signaux positifs finalement après coup, et d'arriver à changer de regard là-dessus, c'est généralement la plus belle manière de relire son histoire et de revivre son histoire. Sur le moment, c'est pas toujours facile de voir les choses de cette manière-là. Évidemment. Après coup, moi, quand j'ai lancé ma boîte, c'était en plein Covid. J'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. Je venais de m'installer au milieu de la forêt, donc je quittais un CDI et j'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. Mais en fait, c'était tellement pas possible pour moi de rester dans les conditions qu'en fait, je me suis dit, c'est ça quoi que je dois faire. Et du coup, et je pense qu'il y a vraiment des moments où on sent que en fait, on a un appel et il faut le saisir parce que quand on suit ce que la vie nous tend, généralement, on va vraiment dans la bonne direction. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question qui avait été posée, et puis après, j'aurais des questions un peu plus spécifiquement pour Karel. Il y avait pas mal de questions qui étaient, on a déjà un peu abordé ça, mais je ne sais pas par où commencer.
Enfin, un peu le truc de voilà, et Make Sense, vous le dites comme ça, je suis paumée. Voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses sur Internet. Là, on a déjà parlé des programmes de Make Sense, on a parlé d'Inspire et ça, on a dit comment tu sais par quel fil tirer le début du fil d'Ariane, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Moi, je veux bien, pour le coup. Ouais, moi, en tout cas, pour le coup, pour m'être beaucoup posé aussi ces questions-là avant de choisir mon boulot, pour avoir pas mal vu des amis, des proches se poser ces questions-là, je trouve qu'effectivement, rejoindre un peu une communauté de personnes qui se posent des questions, c'est pas l'unique manière de faire les choses, mais en tout cas, ça peut beaucoup aider. Il y a aussi notre communauté qui s'appelle Postadem, pour le coup, qui fait beaucoup d'événements autour de trouver du sens dans son boulot, savoir un peu ce qu'on a envie de faire, trouver le courage de prendre le risque de quitter ce qu'on a aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant dans ce genre de communauté, c'est qu'en fait, on se retrouve face à des personnes qui se posent les mêmes questions. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger autour de nos questions et du coup de voir un peu les cheminements que certains ont déjà faits ou d'autres qui en sont du coup au tout début de la réflexion. Et du coup, il y a plein, je pense, d'ouvrages, de méthodes un peu pour faire ce travail d'introspection, etc. Mais je trouve que de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, en fait, aide énormément. Du coup, moi, je vous encourage beaucoup à aller à la rencontre de ces personnes qui sont aussi paumées, et parce qu'on l'est tous, et c'est normal d'être paumé. Et du coup, de pouvoir rejoindre les communautés comme Postadem, Paumé, etc., qui font beaucoup de bien et qui, en fait, font énormément relativiser aussi toutes les questions qu'on se pose. Je rebondis, pardon, Karel, sur ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant. Et il y avait une question à l'instant qui avait été posée dans le chat où je trouve qu'il y a un parallèle qui peut vraiment être fait. C'est quelqu'un qui partage. En effet, parfois, la théorie, c'est facile de dire il faut mieux se connaître, il faut faire de l'introspection, etc. Et ensuite, dans les faits, ça prend beaucoup de temps. Finalement, on n'arrive pas à le projet parfaitement défini, etc. Et parfois, on peut en avoir fait et pas arriver à un résultat concret. Et le processus d'introspection, c'est pas quelque chose de facile selon les personnalités, les appétences, etc. Et je trouve que ta réponse était pour moi un vrai élément de réponse à ça. Je trouve que c'est très différent de faire un bilan de compétences ou un accompagnement individuel et collectif. Et c'est vrai que ce soit Make Sense ou Ticket ou de plus en plus de structures, on propose quasiment exclusivement des programmes qui sont... Alors, pardon, il y a quelqu'un qui a son micro. Marie ? Qui est posé dans le chat et Sandrine, tu peux peut-être y répondre au fil de l'eau, ça te semble jouable? Ouais, ça semble jouable. Marie? Attendez, je vais enlever son micro. Sandrine? Ensuite, je pourrais... Bon, je vais la trouver. Merci de couper vos micros, tous ceux qui ne l'ont pas encore coupé. Donc oui, je trouve que ces programmes en collectif, c'est vraiment un élément de réponse à cette question parce que avoir des pairs et pas que quelque chose de descendant, mais avoir vraiment des personnes qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes galères, les mêmes questionnements, etc. C'est généralement une dimension complètement différente et qui donne beaucoup de force et de courage. Donc, voilà, pour moi, on reviendra peut-être sur cette question. Vous aurez d'autres éléments de réponse, mais je trouve que c'était très lié. Emmanuel, Stéphane, vous vouliez rebondir sur soit ma première ou ma deuxième question. Désolée, du coup, je fais des passerelles. Moi, je souscris sur le fait qu'il y a beaucoup de formes qui sont proposées et que ces formes sont plus ou moins adaptées. Donc, notamment le collectif, c'est vrai, si on ne sait pas très bien où on en est, le collectif favorise des identifications. Ça peut être extrêmement dynamisant de ces formes collectives. Peut-être qu'à d'autres âges ou à mi-vie, etc., il peut y avoir plus une envie d'une introspection plus profonde. Donc, tout ça est très variable. La question que je trouve importante aussi, alors quand même, je vous dis juste que j'ai quand même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Et maintenant, que vais-je faire ?» qui est sorti il y a quelques mois. Donc pour ceux qui penseraient que le livre peut aider,
le livre est un moyen parmi d'autres de réfléchir à ces questions. Mais il y a un petit peu la question du sens, parce qu'à plusieurs reprises, on a dit, bon, bah, qu'est-ce qui fait sens? Et malheureusement, la question du sens ne suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour le sens, moi, par exemple, je trouve que Mère Teresa, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a plein de gens qui m'inspirent en termes de sens. Satish Kumar, je ne sais pas, des tas de figures. Mais est-ce que ça me correspond? C'est-à-dire, est-ce que ma singularité, ma richesse singulière va s'épanouir? Donc, il faut faire très attention dans la question du sens. J'ai accompagné, par exemple, les jeunes du campus de la transition, et notamment dans un collectif. Et très souvent, on a des idéaux, hein, de dire, voilà, en fait, ce qui est super, c'est d'aller vers telle thématique, etc. Et il faut faire attention parce qu'on peut peut-être avoir beaucoup plus d'impact sur le monde dans le sens des valeurs que l'on porte en développant sa propre singularité d'une manière assez originale. Donc, et ça, c'est toute la difficulté de ce chemin, et notamment quand on le fait assez jeune. Cela dit, comme le disait Emmanuel, c'est-à-dire que le fait d'essayer, hein, de tenter quelque chose, try and learn, bon, bah oui, je peux essayer, mais si je sens que c'est dans la bonne direction, peut-être que je vais pas avoir réussi du premier coup, mais je vais avancer et je vais mûrir dans ma réflexion. Sachant que là aussi, il y a un autre danger que je dénonce. Il y a un petit danger qui est de se jeter un peu trop vite à l'eau, sans trop de réflexion, et puis ensuite de dire, ah ben non, finalement, ça ne marche pas, je me suis planté, j'ai fait une bêtise, et là, pendant 5 ans, je ne me donne plus le droit de bouger. Et donc, vous voyez, tout ça est à modérer, discuter au cas par cas. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'être accompagné par des gens ou par des collectifs où on va partager et nuancer et adapter et mieux comprendre le projet personnel, hein, et son alignement personnel. Voilà, j'étais un peu long. Non, tout va bien. Merci beaucoup, Stéphane. Non, c'est hyper intéressant, et c'est vrai que vous avez tous un peu dit ça, le côté tester, essayer. Enfin, moi, je sais qu'il y avait une étude américaine qui m'avait un peu bouleversée là-dessus. Bon, c'est un peu glauque, mais ils interrogeaient des personnes sur leur lit de mort, et ils disaient tous, la seule chose que les gens regrettaient, c'était les choses qu'ils n'avaient pas faites, et non pas des choses qu'ils avaient faites. Et donc, il y a ce truc-là en fait, et c'est un ami d'ailleurs du secteur, Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui dit toujours ça, au pire, ça marche. Un peu ce truc dont on tente, et puis voilà, et je trouve que c'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure du regard. En fait, on peut se planter et considérer que c'est un échec, et comme tu viens de dire, Stéphane, ne plus retenter pendant 5 ans, ou se planter et se dire qu'est-ce que j'en ai appris et comment je réutilise pour la prochaine fois. Et selon la manière dont on va voir notre propre plantade, ça va être le futur sera radicalement différent. Emmanuel, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus, ou tu veux qu'on passe à la prochaine? Ouais, je vais essayer d'y aller un peu vite, mais en fait, je pense que c'est dans le prolongement de ce qu'on s'est dit. Je crois que c'est super important. En fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse, il y a chacun qui a sa réponse. Et c'est de se mettre un peu en mode explorateur. Et d'ailleurs, vous avez appelé ce programme l'exploration, et vraiment d'être un explorateur en se disant, en fait, il y a un gros travail aussi à faire sur ses croyances et ses conditionnements. En fait, on est notre propre ennemi, on s'est mis plein de limites alors qu'en fait, on est capable de tout, sauf qu'on ne sait pas de quoi est-ce qu'on est capable, et on ne sait pas ce qui va nous plaire. Donc, c'est vraiment laisser de côté ses a priori et partir à la découverte en rencontrant des personnes, en allant à des événements, en lisant des bouquins, en allant dans des écolieux. Je crois beaucoup que, en fait, c'est plein de petites expériences qui vont construire le chemin. Et puis, je suis plutôt, moi, partisane des petits pas. Je pense que de faire des changements trop radicaux, ça peut être assez violent. Et du coup, c'est important d'y aller petit pas par petit pas, en partant de ce qu'on aime faire, et voilà, en explorant. Et puis, peut-être qu'à la fin, on aura fait un grand pas, mais on y sera allé en défrichant progressivement. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui revient, et c'est vrai, qu'il y a pas mal de gens et nous on le voit aussi chez Ticket, qui sont, je reprends les mots là dans la question, qui sont réfractaires à ce processus d'introspection.
Est-ce qu'il y a des solutions si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas dans notre voilà, dans notre personnalité? Moi, je peux citer absolument chaque personne de ma famille qui est réfractaire au processus d'introspection. Pour des personnes comme ça, voilà, où c'est pas dans leur expérience et c'est trop différent de ce qu'ils ont connu, comment on peut quand même les aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Moi, je tiens évidemment le discours inverse, hein, qui est de dire c'est très important de faire cet effort et de consacrer, je sais pas, quelques journées de sa vie. Je veux dire, vous allez passer des journées à travailler. Donc, je peux entendre que c'est pas très agréable, que ça fait un peu, que ça ennuie, peut-être que ça fait peur ou peut-être qu'on a des freins. Mais peut-être aussi vous pouvez tenter de passer quelques heures, quelques journées dans ces processus-là. Notamment s'ils sont collectifs, c'est vraiment très sympa, vous allez nouer des rencontres. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième, si malgré ce conseil, vous trouvez que vraiment, ce n'est pas possible, faites des essais. C'est-à-dire que quand vous sentez que quelque chose vous appelle, vous avez cette intuition que quelque chose vous appelle, que vous aimez le faire, ben oui, faites des essais, c'est-à-dire essayez de faire 3 heures, essayez de le faire 3 jours, essayez de le faire 3 semaines dans le cadre d'un stage, dans le cadre de visites d'éco-projets, dans le cadre de rencontres, etc. Et effectivement, ça, c'est un indice important. Si quand vous sentez quelque chose vous appelle et que quand vous commencez à marcher dans cette direction, vous êtes plein d'énergie, vous vous sentez vraiment vous-même, vous sentez de la joie dans ce chemin, c'est là le signal est fort. Voilà. Mais bon, allez, un petit effort quand même pour mieux vous connaître. Ça peut commencer par un test de force qui dure quelques minutes en ligne. Vous voyez, donc c'est pas forcément c'est pas forcément un pensum ou une psychanalyse sur 5 ans. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rebondir sur cette question? Ouais, peut-être juste ajouter, en fait, moi, je m'interroge sur ce que les personnes mettent derrière le mot introspection. Parce qu'en fait, ça ne veut pas forcément dire aller chez le psy ou en fait, il y a 1001 manières de mieux se découvrir. Et je pense que c'est en effet impossible de trouver un job épanouissant si on ne se connaît pas, parce qu'en fait, on est tous différents et ce qui va être épanouissant pour l'un ne va pas être épanouissant pour l'autre. Donc, je pense que ce n'est pas possible sans se connaître, mais que pour autant, ça peut être fait en douceur. Il y a tout un tas de propositions différentes. Ça peut être des tests, ça peut être des échanges, ça peut être… et donc, du coup, voilà, je pense que c'est intéressant d'aller derrière le mot pour trouver l'approche qui va nous convenir dans la douceur et le respect de ses besoins. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu faisais la comparaison quand tu parlais du psy juste avant. Et c'est vrai que, non, mais en fait, choisir un psy, ça peut prendre… Moi, j'ai une amie qui a mis 5 ans à trouver le bon psy, avec qui maintenant elle est depuis 10 ans. Mais en fait, elle a mis du temps. Alors, parfois, ça peut aller plus rapidement. Mais non, mais parce que ça correspond pas. Voilà, elle avait besoin de quelqu'un qui avait tel type d'approche, tel type de posture, de personnalité, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être très bouquins, il y a des gens qui vont être très accompagnement collectif, d'autres très accompagnement individuel. On a tous nos couleurs et nos manières de faire différentes. Et du coup, c'est vrai que ça, se renseigner vachement sur les types d'accompagnement possibles, que ce soit avec des êtres humains ou à travers des interfaces, des bouquins, etc. C'est vrai que c'est important de trouver la bonne méthode pour ça, quoi, pour soi. Et en effet, il y a peut-être une méthode pour chacun d'introspection qui correspond. Il faut juste rentrer le rond dans le rond et le carré dans le carré. Il y avait pas mal de questions sur les seniors. Il y a pas mal de questions qui sont revenues, que ce soit dans le questionnaire ou là dans le chat, sur le fait que c'est pas pareil de changer de vie à 50 ans qu'à 25 ou 30. Donc, je vais essayer de les synthétiser parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont revenues.
il y avait le fait que voilà, quand on est senior, alors ça paraît même bizarre aujourd'hui de dire qu'on est senior à 50 ans, on est encore très jeune, mais bon, disons à 50 ans ou au-delà, en gros, bah, comment valoriser ces compétences qu'on a quand on a ce type d'âge, comment intégrer aussi le secteur de l'ESS. Il y a quelqu'un qui mentionnait que parfois sur des postes seniors, dans l'économie sociale et solidaire, pardon, c'est difficile d'être embauché quand on vient du privé parce qu'il y a beaucoup maintenant de cadres qui sont en quête de sens et qui vont là-dessus. Et puis quand on a 50 ans, du coup, on a une famille généralement, enfin en tout cas, ça peut arriver. Et donc il y avait cette question de comment on fait quand on a des enfants à charge, une famille à charge. Enfin voilà, c'est pas les mêmes problématiques. Et enfin, une dernière, alors je les mets toutes ensemble et puis vous verrez ce sur quoi vous voulez rebondir. Il y avait quelqu'un qui disait comment on fait quand on a eu comme ça un grand poste de cadre et que du coup on veut aller sur un poste de terrain dans l'économie sociale et solidaire, pardon. Et du coup, voilà, une bascule très forte entre un poste de cadre et un poste de terrain. Voilà, il y avait toutes ces questions autour de la génération 50 ans et plus. Est-ce que certaines, peut-être Karel, je sais que tu avais des éléments de réponse. Oui, moi je vais prendre, alors du coup pour le coup je vais choisir et je vais prendre la question sur prendre un poste dans le SS en venant du privé, effectivement sur des postes plus seniors. Effectivement, ça peut être une branche, donc l'économie sociale et solidaire, qui peut paraître un peu bouchée de l'extérieur, avec peu d'ouverture de postes, parce que difficile de les voir et parmi l'ensemble aussi des offres qui sont sur le marché. Moi, ma recommandation là-dessus, c'est vraiment d'aller à la rencontre des boîtes qui vous intéressent. En fait, on peut avoir tendance à se dire « Ah mince, mon CV passe pas ». Et en fait, il y a d'autres personnes qui passent devant. On a tendance à privilégier des personnes qui viennent de l'ESS. Mais en fait, je pense que le fait que les CV avec des postes dans l'ESS passent aussi, c'est parce qu'on se dit « Ok, c'est une personne qui va être motivée par l'impact ». Mais si de l'autre manière, on a déjà rencontré la personne et qu'en fait, ça nous permet de comprendre aussi la philosophie de la boîte, donc de l'association, de l'entreprise sociale, et de vraiment aller à leur rencontre, je pense que ça change aussi beaucoup la candidature. Et du coup, moi, mon avis là-dessus, avec le fait que de plus en plus de monde a envie, et c'est une bonne chose de trouver du sens dans son boulot, c'est vraiment d'aller à la rencontre des différentes, voilà, dès qu'on voit une offre passer, de ne pas hésiter à ajouter la personne sur LinkedIn, à aller à un événement qu'elle organise, d'aller à sa rencontre pour comprendre un peu le contenu du poste et en fait pouvoir aussi parler directement de vive voix de ses motivations et tout ça. En tout cas, moi, sur beaucoup d'amis, ça a fonctionné de cette manière-là, là où par des processus plus classiques, ça ne fonctionnait pas. Et j'en profite aussi pour vous partager, parce que je pense que du coup, si vous êtes plusieurs à chercher un peu un boulot qui fait sens, je vous partage dans le chat, mais du coup, je ne suis pas là pour faire la promotion des choses qu'on fait chez Make Sense, mais je pense que ça peut vous intéresser. On a une plateforme qui s'appelle jobs.makesense.org qui recense un ensemble de jobs à impact, pas du tout que chez Make Sense, mais sur l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça vous permet aussi de découvrir, un peu dans cette question aussi de quête de sens, de trouver ce qui nous plaît, de découvrir aussi d'autres entreprises sociales, d'autres associations, et du coup, de faire aussi son cheminement perso avec ça. Je vous le mets dans le chat. Merci beaucoup, Karel. Est-ce que Stéphane, Emmanuel, vous vouliez rebondir ? Je pense que finalement, la question du senior ne change pas tellement. C'est-à-dire que senior ou pas senior, la question, c'est est-ce que c'est juste? Parce que si on reprend l'exemple de je quitte un grand poste pour être plus sur le terrain, est-ce que c'est vraiment juste pour la personne que je suis? C'est-à-dire, moi, je suis convaincu que nous sommes des individus à mission. Alors, c'est bien que l'entreprise soit à mission, c'est bien que l'entreprise soit à mission sociale et solidaire, mais est-ce que ma mission est alignée? Et donc, alors, premièrement, est-ce que mes talents et mes besoins vont s'épanouir dans ce job plus terrain? Donc, ça, c'est les premières questions, parce que si je suis très aligné et si ça me correspond vraiment, je risque d'avoir la force de conviction pour obtenir le job. Voilà. Et parce que l'autre va sentir que je suis très au clair et je vais avoir un discours
très fort sur qu'est-ce que je vais mettre au service de ce job. Voilà. Mais attention, attention toujours, attention aux clichés. Attention à la fatigue de dire « Ah, je suis certain que je n'ai plus envie de diriger 1000 personnes et que je veux diriger une Biocop. Ou que je veux… » Voilà, oui, c'est peut-être super juste. Il faut juste bien être sûr que ce que j'ai à offrir au monde, c'est ça, et que c'est ça qui va me mettre en joie, en mouvement. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le point principal. Le reste en découle un peu. Le reste, c'est une stratégie des moyens pour optimiser son objectif si on est bien aligné. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel partage cette analyse ou Karel. Ouais, tout à fait. Et par rapport à cette question de sur quel type d'environnement, sur quel type de poste est-ce qu'on peut vraiment évoluer, moi, j'avais aujourd'hui une candidate qui me disait j'ai postulé chez Emmaüs et je ne comprends pas, ils ne m'ont pas répondu alors que je pensais avoir les compétences. Et en fait, l'économie sociale et solidaire, ça recouvre une réalité extrêmement variée. Et tout le monde n'est pas fait pour bosser à la Croix-Rouge et tout le monde n'est pas fait pour bosser chez Simplon. Et en sachant que bosser à la Croix-Rouge et bosser chez Simplon, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, je vous invite vraiment à essayer de rencontrer des personnes qui y sont, parce qu'à la fois, c'est potentiellement des personnes qui ensuite pourront vous aider à intégrer les structures, mais surtout, c'est des personnes qui vont pouvoir vous parler de la réalité, de la culture de travail, de l'organisation. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important de vous connaître pour savoir quels environnements vous conviennent. Il y en a qui adorent être dans des grosses structures hyper hiérarchisées, il y en a qui aiment les organisations libérées. Et du coup, il y a vraiment de tout aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est la première chose. Le sujet des seniors, malheureusement, c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans le privé. Donc, ce n'est pas propre à l'ESS, c'est malheureusement un vrai sujet en France et on a beaucoup de mal à l'adresser. C'est la première cause de discrimination devant l'origine sociale, devant l'origine raciale. Mais je sais qu'il y a un super projet en ce moment qui est porté au sein du parcours entrepreneur de Ticket qui s'appelle Merit, ça s'écrit M-H-E-R-I-T, je vais le mettre dans le chat, et qui précisément va s'attaquer à ce sujet-là. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont leur premier client donc pour aider les seniors dans l'inclusion. Voilà, et peut-être rapidement par rapport à la personne qui prévoit de passer d'un poste de cadre à responsabilité à un poste très terrain. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est du processus, mais moi, à sa place, je crois que j'aurais d'abord commencé en tant que bénévole pour m'assurer que ça me convient bien et pour que la transition se fasse aussi progressivement, parce que je pense en effet que pour le coup, là, ça peut être un vrai grand écart et du coup, important de prendre soin de ce grand écart pour ne pas se faire trop mal. Et peut-être, Emmanuel aussi, je sais que c'est des sujets sur lesquels tu as beaucoup travaillé. On parlait de la question et tu l'as abordé tout à l'heure, du financement. Enfin, en gros, quand on a une famille à charge, etc., et qu'on était dans des salaires qui ne vont pas forcément, ce n'est pas toujours le cas, comme tu disais, hein, on peut garder les mêmes salaires, mais parfois, il y a une baisse et parfois, on a une famille à charge. Voilà, c'est un des gros freins quand même, le frein financier, il faut le reconnaître. Quel conseil tu donnerais là-dessus Du coup, moi, j'invite vraiment à réfléchir à ce que j'appelle le seuil psychologique, c'est de se dire si demain, on vous propose le job de vos rêves, en fait, ce ne sera pas le job de vos rêves s'il n'est pas minimum à votre seuil psychologique. Le seuil psychologique, pour moi, il est composé de deux éléments. Un élément factuel, concrètement, de combien est-ce que vous avez besoin pour vivre. Donc, ça dépend de si vous avez des enfants, si vous habitez Paris, si vous avez un emprunt, et puis une dimension plus psychologique, concrètement, quand on a dépassé la barre des 50, la barre des 80, la barre des 100, la barre des 120, psychologiquement, on pourrait avoir la sensation de pas être payé à sa juste valeur ou d'être sous-payé si on descendait en dessous de ce seuil. Et du coup, ces deux éléments, ça vous permet de définir un minimum. Ça ne veut pas dire que c'est le salaire que vous devez demander à tout le monde, mais en tout cas, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, je sais que moi, je ne descendrai pas en dessous de ça. Et je pense que la question du salaire, elle est vraiment clé. Elle peut être évolutive. On peut aussi baisser de salaire progressivement en changeant aussi ses habitudes. Mais là encore, je pense que c'est très important de ne pas tout accepter parce que sinon, même si le salaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour soi, à un moment donné, on a quand même une réalité matérielle et psychologique à gérer, quoi.
Absolument. Carrément. Et pardon, Stéphane, tu voulais rebondir? Je souscris complètement, effectivement, de bien analyser ses besoins. Donc, quels sont mes besoins en termes de vie, où est-ce qu'on et donc de pouvoir arriver avec un chiffre, avec un chiffre assez précis jusqu'où je peux baisser éventuellement mon salaire, mais quels sont. Et puis il y a aussi une discussion collective avec de couple ou en famille, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est solidaire avec cette décision et bien avec cette décision, peut-être de changer un peu nos priorités de vie, justement, aller vers plus de sens? Est-ce que ça, voilà, et les implications. Donc, ça peut devenir un projet de couple, un projet de famille qui peut être passionnant si justement là aussi on est hyper mobilisant et hyper heureux, même avec une baisse de revenus, si c'est un projet construit ensemble, qu'on assume, mais qui n'est là aussi qui n'est pas irréaliste par rapport à qui je suis, parce que je peux être quelqu'un de très chouette et puis malgré tout réaliser que j'avais des besoins, y compris égotiques, d'avoir une certaine carte de visite, etc. Il faut se connaître de ce point de vue-là. Est-ce que j'ai besoin d'une certaine surface? Est-ce que j'ai besoin de plutôt diriger avec, voilà, ou est-ce que j'ai besoin… Et il n'y a pas que le salaire, il y a le statut social, il y a le sens du projet, il y a beaucoup de choses qui vont permettre de prendre cette décision de justesse, d'ajustement. Et je voulais rebondir sur une autre idée que je trouvais très intéressante d'Emmanuel, c'est la possibilité d'hybrider. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout de suite changer. On peut très bien dire, on peut travailler 4 jours par semaine et consacrer le 5e jour à une association. Donc, on peut avoir une expérience associative ou dans l'économie. On peut tenter plein de choses pour voir ce qui est juste. Et peut-être ce qui est juste pour vous, c'est cette hybridation où on peut encore voir dans son entreprise qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'investir ce champ plus social et solidaire. Et on en avait parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de personnes qui, au sein de leur entreprise, prennent des missions à dimension de responsabilité sociétale, à dimension sociale et solidaire, avec des salaires qui sont soit conservés ou voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut. Et ça peut être de l'intrapreneuriat de SS, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de réponses. Et donc, attention aussi de ne pas forcément penser en tout ou rien. Il n'y a pas que le tout ou rien. Il y a parfois des options intéressantes à dégager. Merci Stéphane, et ça va être une super transition. Et on avait d'ailleurs, on a eu une question dans le questionnaire sur cette hybridation. Comment en fait trouver des choses hybrides? Vous avez parlé du bénévolat et je vous remettrai tout ça dans un mail récap. Il y a une association par exemple qui s'appelle Bénévolte qu'on a accompagné qui permet comme ça de trouver un projet. Aussi Vendredi qui fait sur le mécénat de compétences où vous pouvez, pour ceux qui préfèrent être sur du mécénat de compétences, donc ça veut dire rester dans votre entreprise mais dédier un certain temps de votre travail au sein de l'entreprise à aider des projets. Et il y a aussi, tu le disais à l'instant, l'intrapreneuriat, et donc c'est une transition, on dirait presque que ça a été préparé, parfaite, puisqu'il y a eu voilà, une question aussi sur cette question entre l'intrapreneuriat. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est entreprendre au sein d'une organisation existante, au sein d'une entreprise. Et du coup, Karel, je sais que toi, c'est des sujets sur lesquels tu as bossé et tu as des exemples. Comment en fait on peut embarquer à la fois voilà, son boss et ses équipes quand on a ce type d'envie d'intrapreneuriat, comment faire pour concrétiser ça? Ouais. Moi, je vais donner un exemple pour le coup qui est un peu différent. Après, je peux revenir sur l'intrapreneuriat si vous voulez, mais c'est un exemple sur comment embarquer au sein de son entreprise un peu plus la phase en amont de l'intrapreneuriat. Parce que moi, pour le coup, sur les projets que j'ai accompagnés qui faisaient de l'intrapreneuriat,
enfin, voilà, les structures étaient déjà d'accord et du coup, pas vu cette phase de comment convaincre de me lancer sur un projet comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vu d'une autre manière Antoine et Capucine, donc, ils sont deux personnes qui travaillent dans une entreprise qui s'appelle SAP, pour le coup, qui fait des logiciels, plutôt des ERP. Et eux avaient vraiment envie de sans quitter leur entreprise parce qu'ils s'épanouissaient quand même dans le métier qu'ils faisaient et avaient envie vraiment de se rapprocher d'entrepreneurs sociaux et de mettre leurs compétences au service d'entrepreneurs sociaux en se disant, bah voilà, je peux prendre un peu de temps et en fait, Antoine qui est développeur par exemple, bah, je vais pouvoir un petit peu aider un entrepreneur social à aider à développer sa solution. Capucine, elle s'y connaît bien en service client et du coup les aider à travailler le bon parcours client. Et du coup, ils se sont lancés tous les deux. Nous, on avait commencé à travailler avec eux où ils venaient dans l'incubateur aider nos entrepreneurs. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais en fait, on a envie d'embarquer aussi nos collègues à le faire. Et du coup, ils ont lancé ça en interne de SAP, juste au début, eux, sur leur temps libre. Et vraiment, ils ont créé un peu un pool de personnes qui avaient envie de s'engager derrière des entrepreneurs sociaux. Du coup, on a commencé à faire des parcours d'accompagnement pour les entrepreneurs en fonction des compétences des gens. Et ils ont fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que la RSE dise, OK, ben en fait, vous engagez énormément de personnes. Le mécénat de compétences devient aussi quelque chose qu'on a envie de porter au sein de la RSE et maintenant qui est devenu un programme structuré. Mais pour le coup, ils se sont juste dit, ben en fait, on se lance, on essaye nous, on voit si ça nous plaît. Et en fait, une fois que ça leur a plu, ils se sont dit, bah, OK, on peut embarquer nos collègues les plus proches et puis de plus en plus de monde jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de structuré au sein de l'entreprise. Donc moi, mon avis aussi un petit peu là-dessus, c'était de ne pas hésiter encore une fois, à se lancer, mais à le faire en tout cas de son côté, embarquer autour de soi et puis progressivement remonter en fait les échelons de son entreprise pour que ça devienne une démarche qui prend en compte les activités de l'entreprise. Merci Karel. Et puis vous pourrez, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté, en effet, il y a une émission, voilà, une des émissions de cet été avec Europe 1 qui est spécifiquement sur ce sujet, avec une intrapreneure qui s'appelle Sophie Ménez, qui a monté son projet au sein de Noroto et qui raconte hyper bien justement cette démarche d'embarquer ses boss, puis les équipes, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi, c'est une super manière et on n'en a pas spécifiquement parlé là, mais je sais que vous en parlez tous dans vos métiers différents, le côté écouter des témoignages de personnes qui ont vécu c'est ça, qui sont à juste plus 6 mois ou plus 1 an ou plus 1 an et demi de l'état où on est aujourd'hui. C'est souvent plus inspirant que quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans et où on se dit mais jamais j'arriverai à atteindre le niveau de cette personne. Ou, ok, cette personne sait qu'elle veut faire de l'impact depuis ses 5 ans, mais je ne serai pas comme ça. Donc n'hésitez pas à aller chercher des exemples inspirants de personnes qui vous ressemblent et qui sont juste un peu plus loin, juste un peu plus loin que votre état d'avancement. Ça donne du courage en se disant, bah, moi aussi, je peux y accéder, je peux le faire. On est presque à la fin. Et je tenais à ce qu'on finisse à l'heure, je tiens à ce que tout le monde puisse aller boire un coup parce que c'est important de boire un coup quand il fait 30 degrés. Donc peut-être chacune, si vous avez un petit mot de la fin, voilà, quelque chose que peut-être les personnes qui nous écoutent peuvent activer de manière à court terme, voilà, un dernier conseil à passer ou une dernière réflexion que vous vouliez partager. Qui veut se lancer? Bah, écoute, si vraiment personne ne prend la parole, je vais juste dire, je vais vous donner un conseil d'Aristote. Donc, le conseil d'Aristote, c'est effectivement de compter sur l'ami bienveillant. On a parlé tout à l'heure donc, l'ami bienveillant, c'est celui qui m'aide à me connaître parce qu'il me connaît et qu'il a envie du meilleur pour moi. Et puis, qui est quelqu'un qui lui aussi est dans cette quête de sens. Hein, Aristote précise qu'il doit être vertueux, comme toi, c'est-à-dire qu'il cherche à être au meilleur de lui-même, il cherche à donner sens à sa vie. Et donc, appuyez-vous autour de vous, essayez d'identifier ces amis bienveillants qui vont vous aider à cheminer vers vous-même et vers le meilleur. Voilà mon petit conseil de fin. By Aristote. Merci Stéphane et Aristote.
Emmanuel? Eh ben, moi, j'aurais envie de vous dire, c'est à la fois du vécu personnel, puisque moi-même, j'ai fait ma transition professionnelle et puis je suis devenue entrepreneur alors que ce n'était pas prévu non plus. Et puis, j'accompagne au quotidien des personnes qui sont en reconversion ou en transition. Je crois que quand on arrive à trouver sa place, en fait, tout est facile. Je dis ça parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas très bien l'impact il y a 3 ans et ça a été d'une évidence. Et c'est comme mon projet, j'ai souvent dit que j'avais l'impression qu'il m'avait porté, que ce n'est pas moi qui le tirais, qui me portait. Et je crois que quand on arrive à trouver sa voie, et ben, les choses se font vraiment très facilement et on n'imagine pas l'immense pouvoir de transformation qu'on a tous. On ne nous a pas appris ça quand on était petit, mais du coup, c'est tellement merveilleux de réussir à trouver sa singularité et je vous souhaite vraiment à tous de continuer dans cette voie et je suis sûre que vous allez avoir de très belles histoires à raconter. Merci Emmanuel. Karel? J'allais dire un peu la même chose, mais du coup, je reprends un autre de tes conseils d'avant, Emmanuel, mais pour le coup, allez vous inspirer, en fait, tester plein de choses, tester le bénévolat, visiter des nouveaux lieux, assister à des événements, et je pense que c'est tout ça qui fait notre cheminement et qui permet aussi de un jour trouver beaucoup plus simplement sa singularité, justement, et ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup à tous les trois et un grand merci bien sûr à tous les participants. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est bravo d'être là ce soir. Enfin, c'est déjà un premier pas. Ça veut dire qu'il y a une démarche, il y a une envie, il y a des questionnements et on sait que se remettre en question, c'est déjà énorme, c'est déjà un premier pas immense. Donc, bravo de ça. N'hésitez pas à vous connecter à tous les projets dont on a parlé. Je vais vous envoyer un mail dans les prochains jours avec plein de références de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de programmes d'accompagnement, de livres, un peu plein de choses différentes qu'on s'est dit, des projets qui ont été cités pour que vous puissiez les retrouver. Que ce soit du côté d'Aristote, de Talent Impact, de Make Sense, de Ticket, il y a plein de choses, encore une fois. Continuez à garder espoir que vous allez trouver ce qui vous correspond à vous et ce qui vous permettra d'avancer et qui vous parlera. En attendant, et puis je vous renverrai aussi les épisodes, toutes les émissions de cet été. N'hésitez pas à choisir sur les sujets qui vous parlent le plus, que ce soit l'intrapreneuriat, que ce soit changer de vie avec une famille. Il y a plein de contenus et il y en a plein d'autres évidemment sur Internet à aller écouter. Un grand merci. On espère de tout cœur que cette session vous a été utile. Elle a été enregistrée, donc elle sera disponible. Je vais vous envoyer aussi dans le même mail un lien pour que vous puissiez revoir cette émission ou l'envoyer à qui vous voulez, cette masterclass. À nouveau, un grand merci à mes 3 intervenants que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir avec moi ce soir. Et il est 19h32, on n'est pas trop mauvais. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci.